comprendre les écrits de Jung, il faut dans un premier temps se pencher sur lui pour mieux comprendre d'où il tient ses idées. Pour commencer, Jung est un psychiatre, donc il a fait un cursus de médecine. Et plus tard, suite à sa rencontre avec Freud, il s'est formé à la psychanalyse et l'a même développée. Dans sa famille, la plupart de ses oncles sont pasteurs protestants, ainsi il est très marqué par la religion bien qu'au cours de sa vie il s'en détache. Du côté de sa famille maternelle, on retrouve plutôt des gens intuitifs comme sa mère Émilie ou encore deux de ses cousines. Ainsi Jung est une personne qui a énormément étudié la religion et a développé au cours de sa vie son intuition, c'est-à-dire ses visions, ses ressentis ou encore ses rêves. Il a longtemps essayé d'appréhender ses rêves, puis, dans la continuité de son analyse personnelle, une de ses méthodes de travail avec ses patients est justement l'analyse des rêves. Jung ne va pas analyser un rêve, c'est pas ce qui l'intéresse, mais plutôt une série de rêves. C'est dans la continuité qu'il trouve un sens et qu'il analyse les messages de l'âme de ses patients. Par exemple, il va analyser les 400 rêves d'un patient comme un psychanalyste ordinaire. Il va se pencher sur le refoulement, les lapsus, les souvenirs refoulés, l'histoire du patient, son ombre, mais il va aller encore plus loin. Jung va identifier la récurrence de certains symboles. Dans les 400 rêves de son patient, il constate 71 fois le nombre 4 et il écrit à propos de cette récurrence. Le nombre 4, je l'ai déjà dit, joue un rôle important dans ses rêves. Il évoque toujours une idée s'apparentant à la tétractise de Pythagore. Le quaternarium, ou la quaternité, a une longue histoire. Non seulement elle apparaît dans l'iconologie chrétienne et la spéculation mystique, mais peut-être joue-t-elle un rôle plus grand encore dans la philosophie gnostique et pénètre-t-elle de là à travers le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. On peut que constater l'esprit riche de Jung dans cet extrait où le lecteur découvre différents concepts de toutes époques. On a parfois l'impression qu'il se parle à lui-même tellement il va loin dans ses développements et dans leurs détails, mais Jung n'est pas le seul de son époque à citer des références de nature très différentes. Par exemple, dans Psychologie des foules et Analyse du moi, Freud cite le philosophe Platon et son concept d'éros, et l'apôtre Paul et sa glorification de l'amour dans son épître aux Corinthiens, justement pour justifier que le concept de libido est millénaire et que ça n'est pas une innovation de la psychanalyse. Même si Jung, faut le dire, explicite énormément plus. Si Freud évoque plusieurs auteurs, c'est pour légitimer son concept. Si Jung évoque plusieurs auteurs, c'est pour enrichir l'interprétation d'un symbole donné, lequel apparaît à différentes époques dans différentes cultures. C'est la notion d'amplification. Pour un symbole donné, des allusions significatives approfondissent sa compréhension et enrichissent son interprétation. Pour lire Jung, d'après moi, il faut avoir de larges connaissances, notamment en alchimie, en philosophie orientale, les religions abrahamiques et les grandes mythologies pour comprendre le fond de toutes les références qu'il cite, pour que ça ait un sens, ou au moins, si on n'a pas toutes ces connaissances, avoir une grande capacité d'adaptabilité de sorte à ne pas être dépassé par toutes les références qu'il cite et en comprendre l'essentiel. En plus de ça, pour comprendre en profondeur les concepts jungiens, il faut se mettre en tête que l'être humain est soumis à des forces qui proviennent de l'inconscient, qui influencent le moi conscient. Faut se dire que généralement, quand on n'est pas initié à la psychanalyse, on pense connaître la totalité de notre personnalité, mais on ne connaît pas la totalité de notre personnalité. On connaît uniquement ce dont on a conscience. Donc ce qu'on connaît, ça ne reflète pas la totalité absolue de notre personnalité, mais la totalité consciente de notre personnalité. En somme, une multitude de choses dépasse notre lucidité, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de l'âme. Notre personnalité est composée de deux éléments. D'abord du conscient, et ensuite, pour citer Jung, d'un arrière-pays infiniment vaste de psyché inconsciente. C'est sur ce secteur qu'est l'inconscient que Jung travaille avec ses patients malades. À travers le rêve, il distingue des symboles. Il en fait des lectures historiques et des interprétations philosophiques pour en venir à une probable conclusion psychologique. C'est à partir de ce point qu'on commence à entrer dans la pensée jungienne. La compréhension de l'âme nous dépasse, mais Jung constate qu'elle est illimitée et infinie, qu'elle n'est ni soumise au temps, ni à l'espace, comme le moi conscient. L'âme détient nos souvenirs et notre passé, mais plus que ça, étant donné qu'elle n'est pas soumise au temps et à l'espace, Frédéric Lenoir nous raconte qu'elle a la possibilité de lire l'avenir à travers des rêves prémonitoires. Comme c'était le cas de Jung qui avait rêvé de la Première Grande Guerre mondiale avant qu'elle n'arrive. J'ajoute aussi, du fait de sa nature non spatiale et atemporelle, l'âme possède des symboles hérités de l'humanité, c'est-à-dire des images, figures ou personnages qu'on retrouve un peu partout dans le monde, peu importe l'époque et la culture. Par exemple, la figure du héros apparaît dans beaucoup de cultures, peu importe les époques. Jung appelle ces symboles des archétypes. Les archétypes sont dans l'inconscient de chacun et ont plusieurs fonctions. Ils nous permettent notamment de faire des découvertes, ou plutôt de redécouvrir des concepts déjà connus dans l'histoire de l'humanité.
C'est le cas du médecin Robert von Mayer qui a eu l'idée soudainement de la conservation de l'énergie. Jung signale que cette idée qui a émergé d'un coup dans sa conscience était déjà présente inconsciemment en lui, en précisant « L'idée de l'énergie et de sa conservation doit être une idée originelle qui sommeillait dans l'inconscient collectif ». De là, il mentionne plusieurs concepts liés à la conservation de l'énergie dans différentes cultures. Par exemple, Mulungu chez les Polynésiens, Aoma chez les Perses, la chaleur originelle chez les Stoïciens, et il cite bien d'autres références en partant de l'Ancien Testament jusqu'aux légendes du Moyen-Âge en passant par le bouddhisme. Il conclut que cette idée de conservation d'énergie est inscrite depuis des temps immémoriaux dans le cerveau humain. En lisant Jung, faut pas s'attendre à des lois générales qui disent « ça marche comme ça, c'est comme ça ». Jung décrit uniquement ce qu'il vit et expérimente. C'est pour ça que d'une part, il voulait que personne ne soit un Jungien, c'est-à-dire qu'on reprenne bêtement sa pensée. D'autre part, une ouverture d'esprit est nécessaire parce qu'il peut interpréter des rêves de différentes manières en se référant à différentes sources. Jung n'applique pas ces concepts bêtement. D'ailleurs, certains de ses contemporains lui ont reproché de faire de la philosophie plutôt que de la psychologie. Jung leur a répondu qu'il est un homme de science empirique. Tout ce qu'il décrit vient de matériaux récoltés issus de son expérience personnelle ou d'analyse de ses patients, et que justement il fait des réflexions sur ces matériaux récoltés. Ainsi, c'est pas un penseur qui invente un concept abstrait au milieu de sa chambre. Aussi, faut dire que Jung, en plus de l'analyse de ses patients qui lui fournit un matériau précieux pour ses concepts psychologiques, il reprend fortement les concepts des anciens. Par exemple, ce qu'il appelle la fonction régulatrice des contraires, c'est ce que Héraclite appelait énanthiodromie. Il écrit à ce propos « Il faut toujours que préexiste la tension entre le haut et le bas, le chaud et le froid », ce qui fait également directement référence à l'alchimie ou encore à la philosophie hermétique. Le principe de polarité de la philosophie hermétique implique que tout est double, tout a des pôles, tout a sa paire d'opposés. Les concepts d'anima et d'animus ont également été inspirés par le yin et le yang de la philosophie chinoise et par la syzygie de la tradition alchimique. La syzygie correspond à la réunion de couples de contraires comme l'homme et la femme, le soleil et la lune. Sachant que Jung a lu des textes hermétiques et alchimiques et que les textes alchimiques s'appuient sur les principes hermétiques, on peut dire que Jung a repris le principe de genre hermétique qui implique que le genre existe en tout, le masculin et le féminin sont constamment en action. Jung était à la fois quelqu'un de totalement ancré dans son époque, ce qui le rend obsolète, mais aussi un grand visionnaire, ce qui le rend d'actualité. Deux exemples vont illustrer mes propos ici. C'était quelqu'un de très ancré dans son époque, car il envisageait l'homosexualité comme un retard dans le développement. L'homme était homosexuel car étant garçon, il est resté trop longtemps au contact d'une figure féminine, notamment sa mère. Il devait être soigné par une introduction dans le monde des hommes, où lui était assignée une figure identificatoire masculine. Un jour, un patient homosexuel consulte Jung pour guérir son homosexualité. Jung écrit « Le trouble auquel il faut porter remède, c'est précisément l'homosexualité. Le malade doit être sorti d'un état relativement infantile et amené à l'état adulte avec l'aide d'un prêtre, par une sorte de cérémonie comparable à la circoncision. » À l'opposé, c'était une personne visionnaire, car en écoutant les songes que lui tutoyait son âme, il a développé des concepts encore d'actualité comme l'extraversion et l'introversion, la synchronicité ou encore le lien entre l'âme et le corps, loin des conceptions matérialistes de son époque qui considéraient uniquement le corps. Il explique à ce propos « Un fonctionnement défectueux de l'âme peut porter au corps de notables dommages, de même que réciproquement, une affection physique peut entraîner une souffrance de l'âme, car l'âme et le corps ne sont pas des éléments séparés. Ils constituent au contraire une seule et même vie. » C'est exactement ce que Boris Cyrulnik écrit en 2006 dans De chair et d'âme. Une douleur chronique peut mener à la dépression, aussi sûrement qu'une dépression peut provoquer une douleur chronique, puisque la plaque tournante de ces informations se fait dans l'aire singulaire antérieur. Boris Cyrulnik renforce son propos en 2021 dans Des âmes et des saisons, où il écrit « Le corps matériel n'est pas coupé de l'âme immatérielle. Ces deux entités fonctionnent ensemble, chacune agissant l'une sur l'autre. » En conclusion, si vous souhaitez réellement comprendre Jung, il faut vraiment le lire. Écouter des conférences ou lire des articles qui en parlent, c'est bien pour aborder le sujet, mais Jung ne se résume pas à de simples vulgarisations tellement son œuvre est riche et complexe. Je pense même que, vulgarisation sur vulgarisation, vous fassiez une fausse image des concepts jungiens.